I am walking down the street, thinking the Lord has still got my... Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Aujourd'hui, je suis dans un écolieu qui a pour vocation de réconcilier l'homme et la nature. J'ai eu la chance de venir ici pendant 2 jours lors de ma formation de l'Institut des futurs souhaitables. Quand je les ai écoutés, je me suis dit « La vie est simple et douce ». Mes 2 invités nous ont présenté comment ils sont passés de naturalistes et avocates du barreau de Paris à la création de leurs rêves en Sologne. Pour moi, c'est vertigineux. Pour eux, une évidence qui se construit pas à pas avec de l'amour, du temps, de l'observation et du partage. Au Bouchot, Anne et Jean-Philippe travaillent le sol, l'eau, avec l'homme selon les principes de la permaculture. Ils expérimentent, éco-construisent pour prendre soin de l'homme, de la nature et pour partager équitablement. Comment créent-ils leur équilibre dans cet écolieu ? Comment font-ils pour continuer à croire en leurs rêves quelles que soient les circonstances ? Je suis très heureuse de converser avec Anne et Jean-Philippe Baudouésy au Bouchot d'Histoire harmonieuse. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Anne. Bonjour, bonjour. Alors, comment vous êtes passé de cette vie tourmentée au Bouchot ? Comment ça vous est venu à l'esprit ? Qui parle en premier ? Qui a eu l'idée en premier ? Qui a dit on va prendre une ferme, c'est Nanou, c'est Anne. Moi à l'époque j'étais naturaliste effectivement sur l'Orénoque et dans le Grand Nord et j'allais repartir en Amazonie d'ailleurs. On avait construit un bateau avec une ONG pour faire l'étude du rayon nègre pour sa conservation. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé Anne, que j'avais connue quand elle nageait avec des dauphins et que moi je m'occupais des baleines en Méditerranée, et qui était devenue l'avocate de l'association dont je m'occupais. Et elle m'a dit à ce moment-là, on va prendre une ferme. C'est comme ça que ça commence, non ? Donc presque. Vas-y Anne. Alors dans ma réalité, parce que nous avons chacun une réalité différente, dans ma réalité, je m'installe avec Jean-Philippe à Paris dans un appartement. Je suis enceinte donc de notre première fille en commun, Mathilde, et Jean-Philippe continue ses expéditions à l'autre bout du monde et part régulièrement. Et moi, je me retrouve avec donc un bébé dans le ventre qui n'attend que de naître. Mon métier d'avocate est coincé dans Paris, dans un petit appartement. Et là, je me suis dit, il y a mal donne. J'avais quitté mon premier époux parce qu'on vivait dans une petite maison en banlieue parisienne et ça ne me convenait pas du tout. Moi, je rêvais de retrouver la campagne qui avait été mon lieu d'enfance et mon lieu de jeu depuis que je suis né. Et donc, je me suis dit, non, là, il y a erreur de casting. Je vis avec un baroudeur, lui baroude et moi, je me retrouve bloqué dans Paris. Et donc, un jour, je me suis dit, en gros, c'est pas juste, c'est pas normal. Et je me suis dit, je vais acheter une ferme. Et j'ai appelé une copine. Entre-temps, j'avais appelé quelques agences immobilières. Je savais que Jean-Philippe adorait la région près de Blois. Et donc, j'appelle plusieurs agences immobilières et j'appelle une copine. Je dis, viens, on va partir entre copines. Et on va aller visiter la région, on va aller visiter des fermes. Et j'ai trouvé une ferme qui m'intéressait. Je n'avais pas vu qu'il y avait quelques points qui font qu'on n'a pas acheté en définitive cette ferme. Je suis revenu, j'ai appelé Jean-Philippe sur son bateau et j'ai dit au capitaine, est-ce que vous pouvez prévenir Jean-Philippe que sa femme achète une ferme. Et donc, il m'a appelé immédiatement en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je dis, voilà, écoute, moi je reste pas à Paris, j'achète une ferme. Il m'a dit, écoute, c'est le rêve, je rêve d'acheter une ferme depuis très longtemps, attends que je revienne et on va aller ensemble visiter la ferme. Et voilà comment l'idée d'acheter une ferme a démarré.
Et vous avez switché tout de suite de votre vie de baroudeur et de parisienne au Bouchot, où vous a fallu du temps, parce que le Bouchot, il fallait le mettre en état pour vivre dedans, j'imagine. Ça a été un peu compliqué au départ parce que finalement donc, on a trouvé cette ferme en Sologne et on n'était pas forcément bienvenu ici, on n'était pas vraiment attendu. J'étais en expédition, je continuais les expéditions à ce moment-là. Et puis Anne m'a fait encore appeler sur le bateau, décidément, pour me dire que on me demandait quelle était la marque du fusil de mon père, un vieux fusil de mon père, et je lui ai dit pourquoi, parce que les gendarmes sont là, ils veulent savoir la marque, parce que la maison a été visitée. Je lui ai dit ok, bon, donc il y a Anne en Sologne, dans la ferme, qui était un peu nue à l'époque, hein, dedans, et il y a des gens qui la visitent, et qui ont tout mis par terre. Donc je suis rentré, j'ai mis le holà à mes expéditions, j'ai écrit au capitaine du bateau, que son bateau c'était pas bien, que rien n'allait plus, pour être sûr de ne pas y retourner. Et à ce moment-là, moi je suis resté tout le temps ici, Anne faisait des allers-retours à Paris avec son métier, et on a commencé à retaper la ferme sérieusement. Et ça a pris 7 ans. Ouais. Mais on s'est installé tout de suite après l'achat. On s'est installé ici, on a acheté la ferme le 4 octobre et on s'est installé le 4 octobre. D'accord. Dans le lieu avec notre fille qui était née le 29 septembre. Et on avait juste trouvé une amie qui nous avait laissé un appartement à Paris pour de temps en temps, lorsque Jean-Philippe ou moi on devait aller à Paris, comment on est un pied-à-terre. Mais on a emménagé tout de suite. Voilà, et on a vécu ici dans les travaux et dans la misère de l'époque. Voilà. Et le froid de l'hiver. Et le froid de l'hiver. Voilà. C'était comme ça, vous étiez sûr que c'était le bon endroit? C'était le bon endroit. On était convaincus que c'était le bon endroit. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. On était convaincus qu'on était suffisamment fous pour rester dans ce lieu, mais c'était le bon endroit. Et du coup, quand vous avez acheté, vous saviez que vous vouliez faire un écolieu tout de suite, ou est-ce que ça a été un cheminement au fur et à mesure des années? Tu me lances toujours et puis tu reprends après pour changer. Voilà, tu veux que je lance? Vas-y. Tu veux que je lance? Alors, au début, Jean-Philippe avait un projet depuis longtemps. Il voulait faire un lieu dans lequel il pouvait former des éco-guides. Ce seraient donc des guides qui seraient formés à la nature et qui emmèneraient des gens dans la nature. Lorsqu'on s'est installé au Bouchot, Jean-Philippe caressait le rêve de faire cet écolieu pour formation d'éco-guides. Mais la réalité matérielle nous a rattrapés dans le sens où on avait très peu de moyens, on a dû tout emprunter. Et pour pouvoir convaincre une banque qu'on avait la capacité de rembourser le prêt, on a monté tout de suite un dossier pour l'ouverture de chambres d'hôtes. Donc on est d'abord parti avec l'ouverture de chambres d'hôtes. Et puis il y avait eu le 11 septembre, qui fait que tout le tourisme extérieur de la France était remis en cause. Hein. Il n'y avait plus d'expédition, il n'y avait plus de... Donc oui, la formation des guides, c'était bien, mais c'était pas lucratif. Et on voyait pas comment ça allait le devenir. Hein. Voilà, donc au début, on a acheté donc le lieu en continuant à faire reposer le lieu sur nos activités respectives. Et puis progressivement, ce sont les gens qui, en venant au Bouchot en chambre d'hôte, ont commencé à se dire mais ce serait bien comme lieu pour faire des formations, pour faire des stages. Et donc, en fin de compte, on a été à l'écoute du regard de gens qui venaient chez nous. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas? Et comme par principe, Jean-Philippe et moi, on est toujours prêts à tenter tout et n'importe quoi, on s'est dit, bah, c'est peut-être une bonne idée. Et on a commencé à faire des formations. Et puis progressivement, on est rentré dans notre ADN qui était l'accueil de tout type de gens, tant pour changer de vie que pour faire des séminaires ou venir se poser quelques jours à la campagne. Voilà. Donc c'est plutôt en avançant qu'on a compris quel était l'ADN du lieu. Et alors, à ton avis, c'est le lieu qui a appelé ça ou c'est vous qui appelez ça? Ou les deux ensemble? Moi, je dirais c'est les deux. C'est les deux. Ce qui s'est passé,
c'est oui, on a commencé à recevoir des formations. D'ailleurs, au départ de magnétiseur, si je ne me trompe, la première qu'on a eue ici. Et puis après, on a commencé à. Je m'étais intéressé à la permaculture entre-temps, mais c'était un autre cheminement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais passé 35 ans dans la conservation de la nature, un peu moins à l'époque, mais quand même. Et en fait, je commençais à réaliser que la question, c'était plus seulement de conserver la nature, c'était aussi de restaurer, si tu veux, des endroits qui avaient été, enfin, de réagrader la terre quelque part, puisque en fait, on a dans les 100 dernières années détruit énormément d'écosystèmes et on a aussi beaucoup épuisé les sols. Et en fait, on s'est retrouvé devant cette problématique au Bouchotte, puisque la ferme, quand on est arrivé, il y a un paysan qui n'aime pas que je dise ça, mais c'était un peu le désert de Gobi. Et il y avait, oui, il y avait un poirier, un vieux poirier de 80 ans, quelques arbres, et puis deux haies, une derrière et une sur le côté. Mais le reste, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbres, c'était du sable, bien dans le soleil. Donc on avait commencé à planter des arbres, on avait planté un petit verger, mais ça marchait très mal. Et donc j'ai commencé à me dire, bon, ben, faut prendre les choses autrement. Et entre-temps, d'ailleurs, à l'occasion d'un stage qu'on organisait, il y avait un garçon qui était là, qui m'a parlé de la permaculture. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, on a aussi redonné vie au lieu. Mais dire oui, c'est les deux, parce que on a redonné vie au lieu, parce que le lieu a bien voulu aussi. C'est un doux échange entre vous tous et avec tous les gens qui sont venus vous voir jusqu'ici. Moi, je dirais que ce lieu, il a 300 ans. Et donc, quelque part, il faut rester humble et petit. Moi, je suis convaincu que ce lieu dans lequel beaucoup de gens sont passés avait besoin d'un gardien. Et Jean-Philippe et moi, on est arrivés en disant, voilà, ce lieu, c'est pas le nôtre, on va continuer à garder ce lieu et on va redonner à ce lieu toute la vie qui a depuis 300 ans existé sur place. Et c'est plutôt comme ça qu'on est venu ici, avec ce sentiment profond que ce lieu allait certainement devenir à un moment donné un refuge pour être humain, et qu'il fallait préserver l'âme du lieu et toutes les âmes des gens qui étaient venus avant nous. Donc voilà, ça a été pour moi une sorte de sentiment profond que c'était une terre d'accueil, que cette terre nous attendait et que c'était là qu'on allait pouvoir créer notre monde. C'est super. Mais du coup, terre d'accueil, finalement, ça devrait pouvoir être partout sur la terre. C'est notre rêve. Qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce qui manque pour que tous les lieux soient des terres d'accueil et finalement que tout le monde s'y sente comme au Bouchotte ici Qu'est-ce qu'il faudrait? Je répondrais, ce qui manque, c'est les gens sont trop dans la peur. Les gens ont trop le sentiment que s'ils ouvrent leur lieu, ils vont perdre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont perdre, mais en tout cas, ils vont perdre peut-être l'usage du lieu. On considère beaucoup que notre maison nous appartient. Alors, je considère qu'elle ne nous appartient pas, mais ça, c'est une autre vision des choses. Et je crois que de plus en plus, les gens ont peur, les gens ne sont pas dans la confiance. On a peur de plus en plus de la différence, et donc on préfère se barricader, on préfère monter des barricades, monter des barbelés et verrouiller ses portes, plutôt que vivre tout simplement avec les autres. Mais ça, c'est un problème pour moi de notre société actuelle. J'ai pas le sentiment qu'on vivait dans cette peur quand on était jeune. Moi, je suis pas très vieille, hein, j'ai que 56 ans. Mais moi, j'ai le sentiment que dans ma jeunesse, les gens étaient très ouverts. On n'avait pas peur de la différence, on n'avait pas peur du voisin. Et donc, naturellement, les portes étaient toujours ouvertes. Oui, il y a autre chose aussi, il y avait un garçon qui a écrit là-dessus, qui s'appelait François Terrasson. J'ai connu quand j'étais jeune journaliste d'environnement, et Terrasson, qui était maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle, il avait écrit La peur de la nature. Je pense qu'effectivement, il y a cette peur de l'autre, mais il y a aussi cette peur de la nature. Et au fond,
je pense qu'on ne laisse pas, on commence à en parler maintenant, on commence à parler de renaturation, de réensauvagement, mais on laisse plus la place à la nature. Et en fait, ce qui est assez intéressant en fait, aux Bouchottes, c'est que on a aidé la nature à revenir sur place, mais elle est revenue aussi elle-même. Je veux dire, c'est que la nature, elle est de ce côté-là, elle est extrêmement généreuse, mais les gens en ont peur. Ils ont peur des arbres, au fond. J'ai l'impression qu'ils ont peur des arbres, ils ont peur des plantes. Alors on va commencer par les orties et compagnie. Hein, je veux dire, c'est les premières petites plantes font tout de suite peur. Et ce qui peut-être ce qui plaît maintenant aux gens de Bouchotte, c'est de trouver une espèce de lieu qui est moitié sauvage ou moitié jardiné. Quoi. C'est pas, comme on le voit ici, c'est quand même assez au fond sauvage, tout en étant c'est un réensauvagement qui s'est fait, qu'on accompagne. On accompagne la nature. On n'est pas là à la driver, à dire on va tout contrôler, on va tout gérer, on va tout mettre en ligne. Ça fait référence aussi à notre culture. Hein. Les jardins à la française, c'est plus de la nature, c'est des plantes organisées selon nos propres désirs, notre propre volonté d'avoir des choses en ligne, tout organisé, etc. Je crois que c'est autre chose et on gagne beaucoup à laisser la nature faire son job et à se rapprocher d'elle parce qu'au fond, nous sommes la nature. Quoi. Oui. Déjà, même l'appellation est un peu curieuse parce qu'en fait, on est la nature et on ne veut plus la voir ni en nous-mêmes, ni à l'extérieur de nous-mêmes. Et du coup, quand vous avez recréé, alors si tu veux bien nous parler des mandalas, Jean-Philippe, parce que moi j'aime bien l'image que tu mets sur les mandalas et ce que ça veut dire exactement mandala. Et si tu veux bien nous parler des vortex, c'est les mandalas, je dirais, c'est une vieille histoire. Hein. Le mandala, on le retrouve dans beaucoup de civilisations d'ailleurs, mais le terme mandala lui-même, ça vient du sanskrit, hein, c'est la roue sacrée de la vie, et c'était les jeunes moines tibétains qui devaient faire des dessins en forme de mandala, de cette roue sacrée, avec des pigments, et puis alors des dessins extrêmement compliqués qui demandaient beaucoup de temps, qui étaient extrêmement géométriques, et ils présentaient ça à leur maître spirituel qui le soufflait de la main et disait recommence. C'était une forme d'initiation à la méditation. Mais dans d'autres civilisations, on retrouve ces mandalas, puisque les rosaces des églises ou des cathédrales sont des formes mandaliques, tout comme avec aussi un aspect spirituel, hein, puisque dans l'approche tibétaine, c'est une démarche spirituelle, mais quand on regarde une rosace d'église, on va retrouver la vie des apôtres, les différents éléments du dogme. Et on retrouve ça aussi dans tout à fait d'autres choses. Par exemple, Stonehenge, qui est une forme mandalique, qui est beaucoup plus ancienne, très minérale, mais on va retrouver ça chez les Indiens d'Amérique du Nord, dans les attrape-rêves, ou les Indiens d'Amérique du Sud, chez les Aztèques, dans des formes de jardin. Et en fait, cette forme, cette roue, elle comprend deux choses, effectivement. Elle est une référence, au fond, à une fleur, on pourrait dire une fleur, puisque une fleur de tournesol est un mandala, et la fleur de tournesol combine le mandala et le vortex, puisqu'elle a un hélicoïde à l'intérieur. Et donc ce qu'on dit, c'est que le mandala, au fond, c'est un pattern, qui est une expression anglaise, qui est inspiré de la nature. Et c'est une forme qui est très puissante. Bouchotte, le premier qu'on a fait, un jardin-forêt, je dirais, c'est pas un accident, c'était plutôt une intuition, et sans en avoir la compréhension exacte. Et le deuxième qu'on a fait, qui est plus grand, et au milieu duquel il y a le Zôme, qui est aussi un jardin-forêt, et qui fait 14 mètres de diamètre. Lui, c'est carrément un mandala qu'on a choisi de faire comme tel, et qui accueille des petits espaces où on peut camper, c'est vraiment comme une grande fleur quand on la regarde par-dessus.
Et lui, c'est carrément un mandala. Ça commence à être de plus en plus utilisé dans l'agriculture en France. Ça l'a été au Moyen-Âge, etc. On retrouve des formes mandaliques dans les jardins de curés, les jardins de châteaux, mais on en avait perdu la signification, le côté spirituel. Et puis, c'est un bourguignon qui était paysagiste et qui, sur ses 50 ans, cherchait un nouveau sens à ce qu'il faisait, parce qu'il faisait des jardins de luxe à Paris, hein, et puis il a dit, mais non, ça ne va pas. Il a rencontré des moines, et puis il a dit, mais on ne pourrait pas faire des jardins mandala. Ils ont dit, si, c'est très bien, c'est une très bonne idée, et il s'est mis à faire des jardins mandala. Et je l'ai rencontré après qu'on ait fait le premier, on l'a rencontré après qu'on ait fait le premier jardin, il est venu faire des formations, il disait, ici, soit le jardin mandala. C'est très riche, c'est très riche, je pense que c'est très puissant, et sur le plan végétal, et sur le plan humain. C'est nourrissant, les mandalas nourrissent vraiment les gens. Et voilà comment on en est arrivé là, c'est assez simple. Et quand tu dis que ça nourrit les gens, c'est dans le sens spirituel ou dans le sens... Je peux pas te dire, j'aime bien citer un exemple. On avait un jeune qui est arrivé ici, tu te souviens, là, le grand, qui est un Hollandais, je crois, ou un Allemand. Et ce gars avait une énergie extrêmement noire. Et lui, il venait en woofing. Et il a passé une soirée ici. Je me suis dit, non, ça va pas le faire. Je ne vais pas garder ce garçon ici. Il est vraiment trop noir, quoi. Puis le lendemain matin, j'ai quand même pris un café avec lui. Et puis en discutant, il m'a expliqué que son frère aîné s'était pendu 15 jours avant. Donc, je dis, ok, d'accord. Et là, du coup, j'ai plus du tout eu le cœur de lui dire, tu t'en vas, quoi. Je lui dis, ah bon. Et alors, j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, je comprends sa situation dramatique. Et, euh, et du coup, je l'ai emmené jardiner dans le mandala, dans Nelson. Et puis, il a jardiné une journée. Il est revenu, il a enlevé les orties. Il y avait beaucoup d'orties à ce moment-là. Et puis, à la fin de journée, je lui ai dit, ça va? Oui, ça va. Ça va. Et puis, il est resté 15 jours à arracher les orties dans Nelson. Eh bien, ce garçon, au bout de 15 jours, il avait changé d'énergie et il a dit, maintenant je peux y aller, je peux affronter la situation. Et oui, je pense que jardiner dans un mandala, ça fait le job. Ça fait un job. Lequel mais en tout cas, dans ce cas précis, je peux dire que ça a marché. Ouais. Et j'aurais d'autres cas. Moins dramatique que celui. Oui, donc ça, en fait, c'est des énergies. Enfin, il se passe quelque chose, la chose dont la personne a besoin au moment où elle vient sur ce mandala travailler la terre ou. Je crois. C'était Karl Ernst Jung qui a réintroduit la pratique du mandala en France. Et lui l'avait beaucoup pratiqué. À la mort de Freud, il a dit qu'il était devenu complètement fou parce que c'était son maître, etc. Et il a dit, je me suis soigné en dessinant des mandalas. Et d'ailleurs, maintenant, on fait des petits mandalas pour les enfants, pour se concentrer, etc. Donc je pense, oui, il y a des vertus, lesquelles je ne peux pas te dire, mais il y a forcément des vertus de concentration, de recentrage sur soi-même, parce que c'est pas comme quand on travaille une ligne de carotte tout droit, on revient toujours sur soi-même finalement dans un mandala. On fait le tour et puis on revient. Il y a quelque chose dans la finitude qui est intéressant. Et donc tous ces gens viennent chez vous, vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous attirez les gens? Est-ce que ils vous apportent autant que vous leur apportez? Parce que finalement, ils viennent ici pour jardiner, pour avoir pour se reconnecter à la terre. Et en même temps, ces gens vous apportent, j'imagine, énormément aussi. Toute personne qui vient nous apporte énormément par le retour et les remerciements que l'on reçoit. En tout cas, comme je dis, je puise mon énergie dans le sourire et dans les remerciements des autres. Après, comment les gens viennent, pour quelles raisons ils viennent, je ne peux pas répondre à cette question. De plus en plus, en effet, on a de plus en plus donc de woofers, donc des gens qui viennent
travailler un petit peu avec nous, qui s'intéressent à la Terre, et qui après vont changer de chemin, changer de route, et qui vont peut-être abandonner ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant pour s'intéresser plus fortement au maraîchage ou à l'agroforesterie. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent ici au début parce qu'ils ont besoin de se ressourcer. Ils ne savent pas vraiment dans quoi ils tombent. Ils ne comprennent pas bien ce qui les porte à venir au Bouchot. Mais en tout cas, ces gens-là, après, le Bouchot devient un petit peu leur lieu, leur deuxième maison. J'ai un souvenir comme ça je me souviens de Thierry, j'ai trouvé cette histoire très, très mignonne. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, voilà, est-ce que c'était le jeudi, il me dit, voilà, est-ce que vous avez de la place, j'aimerais bien venir chez vous à partir de demain soir. Et je lui dis, d'accord, pour combien de temps? Il me dit, je sais pas. Je dis, écoutez, venez. Il arrive ici, et au moment où il arrive, il rentre pas tout de suite dans la maison, et je le retrouve à l'entrée, assis sur un banc, et puis il me regarde, il me dit, mais c'est là que je dois être. Bon, ok. Et en fin de compte, tout le week-end, il a planté des pommes de terre avec Jean-Philippe et les woofers qui étaient là, parce que c'était le week-end pour planter des pommes de terre. Et il est resté avec nous pendant 3 jours et il est reparti. Et puis après, il nous a rappelé en disant bah, merci. J'ai compris pourquoi j'étais venu. J'avais besoin de me réaligner. J'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie. Donc, si vous voulez bien, je vais venir avec cette femme que je vais bientôt épouser. Parce que j'aimerais qu'également elle vienne se ressourcer dans le lieu. Et après, c'est devenu un ami. Et il n'y a encore pas très longtemps, il me disait à quel point il était attaché au lieu. Parce que vraiment, il était arrivé ici et il avait vraiment le sentiment qu'il était arrivé dans une famille. Et il a eu c'est ce qu'il me raconte, il a eu le sentiment très fort qu'il ne serait pas de passage, mais qu'il viendrait régulièrement poser ses valises dans ce lieu. Donc, voilà. Donc, pourquoi les gens viennent, j'en sais rien. Maintenant, je crois qu'ils trouvent ce que nous, on a trouvé à l'époque, c'est-à-dire une sorte d'apaisement. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ben, c'est devenu vraiment le lieu de cœur dans lequel ils ont envie de revenir régulièrement. Et l'avantage pour les Parisiens, c'est que vous n'êtes pas loin. Ah ben, le gros avantage, c'est qu'on est pas loin. Voilà. Et, à 2 heures, on est au Bouchot. Et c'est vrai que moi en fait, je suis venue deux fois, et c'est la deuxième fois que je viens, et je le ressens plus là que quand je suis venue avec l'Institut. Vous avez vraiment un accueil fantastique. C'est vrai qu'on se sent vraiment comme chez nous, et on se sent accueilli comme on est, sans jugement et sans se poser plus de questions. On vient avec ce qu'on a en nous, et vous prenez tout. Vous prenez tout, quel que soit, que ça vous plaise ou pas, c'est là, de toute façon, et vous faites avec. C'est vrai que Jean-Philippe et moi, on a un sens très développé. On pense que la famille, c'est la famille qu'on se crée. Et on pense que les êtres humains sont voués à vivre ensemble de façon choisie et non pas de façon obligatoire. Comme c'est dans une famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et nous, on a vraiment le sentiment que pour être bien, en fin de compte, il faut permettre aux gens de venir, et il faut quelque part qu'ils choisissent également de faire partie de notre famille. Et comme par principe notre viatique, je dirais, c'est la confiance. Donc toute personne à qui on ouvre notre porte, nécessairement on a confiance en elle. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas de raison de se méfier, de se dire mais comment elle va se comporter, qu'est-ce qu'elle va faire. Non. En effet, tu viens avec qui tu es, on t'accueille avec ce que tu as, et on ne met pas du tout dans le jugement, et on n'est pas, en tout cas, dans la recherche de, je dirais, l'excellence ou quel pourrait être l'habitant idéal du Bouchot. Non, tout le monde a le droit de venir au Bouchot. Et c'est vrai qu'on ne fait aucune différence de savoir d'où tu viens, dans quelle situation tu es, par principe. Si tu viens chez nous, on t'ouvre la porte.
et tu es nécessairement quelqu'un de bien. Voilà. Le fait qu'on ait au moins l'idée de venir aux bouchottes, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien. Exactement. C'est excellent. Donc en fait, venez aux bouchottes. Moi, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Vraiment. C'est vraiment bien. Merci. Je regrette même de ne pas rester plus longtemps, pour te dire. Et pas travailler avec toi, la terre. Je pense que je vais revenir, moi. Mais vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Et alors, est-ce que, du coup, vous avez atteint votre rêve et est-ce que vous avez d'autres rêves à accomplir et que... Alors, je sais que vous avez une philosophie assez j'y vais et je me pose pas de questions et j'ai pas peur, comme tu sais si bien le dire, Anne. The next step, c'est un quoi? rêve si grand que même la nuit était claire. Non, mais oui, on a toujours des rêves, évidemment. On avait un rêve avec Nanou, c'était de reprendre des bouts de forêt pour les réensauvager, les renaturer. Bon, on n'a pas, pour l'instant encore, il y a encore du boulot aux bouchottes. Hein. On est en train de préparer un petit éco-hameau, un endroit où on pourrait accueillir des habitants à temps complet, mais quelques-uns et dans des habitats légers, en ayant là aussi fait revenir la nature sur cette ancienne prairie qui était un peu abandonnée. Donc on a quand même encore de quoi s'occuper. Et puis on a maintenant aussi ouvert le bouchotte au télétravail, parce que il y a de plus en plus de citadins qui ont le Covid a montré les limites de la ville parce qu'ils se retrouvaient enfermés dans un studio pendant 2 mois, puis tu commences à réaliser que c'est peut-être pas la vie, quoi. Et donc on commence à avoir des gens qui viennent ici en plus des entreprises, parce que maintenant on a de plus en plus aussi d'entreprises qui viennent faire des séminaires ici, et on a des gens qui viennent pour bosser, donc là on est en train de construire des petites cabanes dans une ancienne stabulation avec un bassin où on pourra nager. Donc voilà, on a de quoi quand même encore s'occuper un petit bout, mais on a aussi ce rêve de recréer des communs, parce qu'en fait il y a toute cette question que maintenant les forêts communes pratiquement ont disparu, quoi. Hein, ce qui était normalement avant, il y avait des communs, ce qu'on appelait des communs, c'est-à-dire qu'on pouvait aller dans la forêt pour faire paître ses animaux, pour aller chercher du bois, des champignons, que sais-je. Et maintenant, on n'a plus que des chemins dans certaines forêts. Encore en Sologne, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chemins. Mais il y a des forêts publiques qui sont gérées par l'État ou par l'ONF, etc., et qui sont réservées aux chasseurs ou réservées à ceci ou à cela. Bon. Et donc, ils ne sont plus du tout communs. Donc oui, on a un rêve de recréer de la forêt commune. Bah, c'est un peu fou comme rêve, mais il y en a d'autres qui ont commencé. Et, il y a un projet de refaire de la forêt naturelle. Et moi, je pense que je ne conçois pas la nature sans l'homme. Je ne conçois pas qu'on dise, bien que ça a été l'école dans laquelle j'ai été pendant des années, parce que dans la conservation de la nature, on voulait faire des sanctuaires. Et je dis non, ça n'existe pas. Je me demandais c'est quoi comme animal. C'est le chat. C'est fripouille. Non, c'est pas fripouille. C'est sauvage. Oui. Et donc oui, il faut absolument recréer des espaces. Et puis pourquoi pas aussi, mais c'est déjà un peu le cas, c'est qu'il y a de plus en plus de lieux qui se créent, dont certains ont été inspirés par le bouchotte, et de lieux qui deviennent des oasis. Et comme dirait Edgar Morin, vivons dans des oasis de fraternité et de convivialité. Et je crois que oui, on aura besoin demain d'oasis. On en a déjà besoin aujourd'hui, mais encore plus demain d'oasis où on peut vivre ensemble. On n'est pas des animaux faits pour vivre papa, maman, dans un petit
un petit 2 pièces ou je ne sais pas quoi en ville. Non, on a besoin c'est ce qu'on retrouve au Bouchotte, c'est peut-être aussi ce qui plaît. C'est le fait de vivre en tribu quelque part. C'est une forme de vie assez tribale. Mais, je crois que c'est indispensable. Eh ben, que beau projet. On arrive vers la fin de l'épisode et j'avais une dernière question parce que travailler entre mari et femme ensemble, quand même, ça doit être super compliqué. Enfin, pour moi, c'est super compliqué. C'est quoi votre recette à tous les deux? Est-ce que vous avez chacun votre zone de travail et vous vous retrouvez de temps en temps au milieu? Ou comment vous fonctionnez pour vous supporter au travail et à la maison le soir? Je répondrai de façon assez simple. On a en effet chacun nos zones de travail dans lesquelles on est bien. Donc le partage se fait naturellement. Mais ce qui, je crois, fait la force de notre union, c'est que individuellement, moi je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en Jean-Philippe. Jean-Philippe n'a pas confiance en lui, il a confiance en moi. Je ne peux pas me tromper vraiment en disant ça. Et donc c'est le regard de l'autre que l'on a projeté chacun sur l'autre qui a fait qu'on s'est renforcé, qu'avec le temps on a appris à avoir confiance parce qu'on avait confiance dans l'autre. Et ça, c'est une relation qui n'a pas forcément été facile au départ, mais qui s'est construite avec le temps. Et je crois que la force de cette relation, elle est là. C'est qu'à partir du moment où Jean-Philippe va faire quelque chose, à aucun moment je vais lui demander pourquoi, même si de temps en temps je vais mettre un petit peu mon grain de sel dans l'histoire avec ça l'énerve. Mais en attendant, il a la compétence dans un certain nombre de domaines, donc il est évident pour moi que c'est lui qui prendra la décision. Et je pense que Jean-Philippe également fonctionne de la même façon avec moi. Et donc on est, je crois, au même niveau. On n'est pas du tout en compétition. On est vraiment des alliés. Et je dirais que c'est comme ça enfin moi aujourd'hui, je dis que c'est comme ça que l'on vit depuis maintenant 20 ans. J'ai réussi à faire de Jean-Philippe mon meilleur compagnon de route, mon meilleur allié. Et on traverse en même temps des difficultés, mais je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des difficultés sont derrière. Il y a un autre point qui est important, c'est que dès le départ, on avait tous les deux une activité spécifique. Donc ne pouvant plus être naturaliste au long cours, j'avais monté un bureau d'études sur les questions environnementales et j'ai fait d'autres choses avec. Et Nanou, elle avait son activité d'avocate. Je pense que ça, c'était aussi un point fondamental, c'est-à-dire que on avait aussi une activité chacun de notre côté. Donc on avait ce qu'on faisait ensemble et ce qu'on faisait individuellement. Et on a continué chacun de grandir dans notre activité. C'est pareil, Nanou est devenue médiatrice et moi je me suis spécialisé dans un programme de plantation d'arbres avec une fondation et que je mène depuis 12 ans maintenant. Et donc je crois que ça aussi, ça fait qu'on a aussi nos champs d'action extérieurs et nos champs d'action au Bouchotte. Et effectivement, on est plutôt dans la complémentarité que dans l'opposition, même si ça n'a pas toujours été très évident. Non, mais si les choses étaient évidentes, Jean-Philippe, je crois qu'on ne serait pas là. Ou sinon, c'est pas drôle. De toute manière, il fallait avoir du caractère. Voilà. Donc, oui, clairement. Mais avec beaucoup de respect, je pense. L'un pour l'autre, ça c'est important. Dans ce que disait Nanou, si tu veux, dans la confiance, le respect, la confiance. Mais de toute façon, depuis que je vous entends depuis 2 jours, le maître mot, c'est la confiance. J'irai plus loin, je dirais presque l'amour. Oui. Mais sans amour, oui. Et c'est bien un truc, la confiance que les gens doivent réactiver, parce que moi
même aujourd'hui, je continue à avoir confiance en l'humanité. Je n'aime pas quand les gens disent, même si je dis des fois, je dis quand tu vois les situations actuelles, tu dis mais vraiment les gens sont des moutons, etc. Je dis non, moi je dis on va s'en sortir, il va se passer quelque chose, tu vois. Je pense qu'on a, on a fondamentalement confiance dans l'humanité. J'espère que beaucoup de gens vont t'écouter. J'ai une dernière question à vous poser. Vous qui connaissez bien la nature, quelle serait la première chose à faire en ville pour que la nature revienne? Planter des arbres. Pour moi, la ville, il faut en sortir. J'ai du mal à concevoir les arbres en ville, ils sont malheureux. Les arbres en ville, ils n'interagissent pas. Ils vont certes pousser, mais ils sont contraints. L'être humain est contraint en ville, la nature également. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre la nature en ville? Je dirais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens sortent de la ville? Si on traverse la France, toute la France se meurt. Il y a plus, les villages sont déserts. Tout le monde est malheureux en ville, la nature comme les êtres humains. Donc, moi, je peux pas répondre à cette question. Je dirais plutôt sortez des villes et allez vivre dans la nature. Et il y avait un toubib français qui était chirurgien d'ailleurs, philosophe aussi, Henri Laborie, qui avait écrit un bouquin sur l'homme et la ville. Et il imaginait la ville comme au fond un espace de commerce, d'échange. Et de fait, la ville a cette fonction-là, qui veut dire commerce-échange, c'est-à-dire que c'est un lieu où tu vas. Mais c'est pas, je pense, un lieu où tu résides. Ça veut dire que on est arrivé à une forme de la ville qui est devenue monstrueuse et ingérable. Et oui, comment tu remets de la nature dans une ville de 14 millions d'habitants? Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait des habitants qui s'en aillent et il faut qu'il y ait des murs qui tombent. Parce que comment tu remets la nature sinon? Je veux dire, le jardinage en ville, dire que l'agriculture urbaine, ça va nourrir les villes. Mais c'est une blague. Je veux dire, c'est pas 3 toits et 2 trottoirs qu'on va faire sauter qui vont permettre de nourrir. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, Paris, qui avait, je sais pas, 1 million d'habitants à l'époque, était entouré d'une ceinture maraîchère qui nourrissait la ville. Mais c'était une ceinture maraîchère. C'est-à-dire qu'il y avait des petits maraîchers partout autour de Paris, qui tous les jours rentraient avec leurs tombereaux, leurs brouettes, leurs légumes, leurs animaux, etc. Et qui ressortaient le soir avec le foin, la paille, enfin, ce qu'ils avaient, les excréments, etc., le fumier des chevaux, et qui s'en servaient pour refaire du compost pour réalimenter Paris. Mais aujourd'hui, c'est quoi le modèle de Paris? Le modèle de Paris, c'est une noria de camions qui vient d'Espagne et du Portugal, qui rentre tous les jours à Rungis, et qui fait que Paris est alimenté. Mais quelle est la soutenabilité de ce système? Évidemment que c'est pas seulement en dehors du fait qu'effectivement on peut se poser la question sur les arbres en ville, leur état de santé, et ils sont absolument indispensables. Je veux dire, la ville sans arbres, c'est même carrément une ville insupportable. Bon, et celles qu'on connaît, elles sont New York, etc., c'est des villes vraiment extrêmement dures. Mais à Paris, il y a de la végétation, pas tant que ça. Il y a des arbres quand même, dont certains souffrent effectivement de maladies. Et si on veut remettre de la nature dans Paris, il faut redessiner Paris, quoi. Il faut réinventer Paris. Oui, réinventons la ville. Réinventons une ville de demain qui soit plus humaine, plus verte, et qui n'aura pas la taille des villes actuelles. Et tout est un chantier. Tu m'étonnes. Il y a un très bel exemple pour moi, c'est Détroit. Détroit, lorsque toute l'économie s'est effondrée à cause de la fermeture donc, de l'automobile, je ne sais plus qui était le constructeur qui était installé à Détroit, les personnes ont quitté Détroit. Et quelques irréductibles sont restés à Détroit. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sauter les trottoirs, ils ont fait sauter le béton, et puis ils ont commencé à jardiner. Mais Détroit, je crois que c'est vidé, je crois, sans dire de bêtises, de la moitié de sa population. Et là, Détroit, c'est refleuri, c'est réensauvagé. Mais on ne peut pas maintenir autant de personnes dans des espaces aussi petits et en plus vouloir remettre la nature. Il n'y a pas de place pour elle. Il n'y a pas de place pour elle. Et les mini-forêts, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Non, c'est un concept. Hmm. Un concept, mais à ce moment-là, il faut faire des forêts bonsaï. Et tu peux dire, pense, il y a un arbre qui va sortir de l'ensemble, mais une forêt qui fait 12 mètres carrés, il y a un arbre qui va sortir, mais c'est pas une forêt, c'est un arbre. Oui, Ouais, oui. il y en a un qui va sortir du lot. Et sinon, il faut tout allier, tout le monde, et garder tous bonsaï. Donc en gros, sortons des villes, Réinventons les villes. réinventons les villes. Et réoccupons les campagnes. C'est Ouais. évident que, si tu veux, que ce soit sur le plan de la gestion de l'énergie, que ce soit sur le plan de l'alimentation, il faut se rapprocher de là où on produit. Donc, si on va vers des énergies renouvelables maintenant, c'est ce que je souhaite évidemment, c'est-à-dire du solaire ou de l'éolien, etc., ou la géothermie, il faut se disperser parce qu'elle est localisée, cette énergie-là. Et de la même manière, la production d'aliments, elle est localisée. Elle est pas, il faut se rapprocher de l'endroit où on va pouvoir produire. Et ça commence, il y a un timide mouvement, il y en a eu un dans les années 70, il y en a un nouveau, un timide mouvement. On voit de plus de gens qui viennent à la campagne, grand bien, mais il en faut plus. Il en faut plus pour pas que les villages ne meurent et tombent en ruine, parce qu'ils vont finir par tomber en ruine, ou que ça devienne que des résidences secondaires pour citadins. Ça suffit pas. Ouais. Et partir d'une page blanche, finalement, plutôt que de page blanche. Page verte. Oui. Ah. Page verte, oui. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. Et puis, à très vite. À très vite. J'ai bien cru que tu allais revenir. Donc... Oui, à très bientôt. Merci. This is really something.